En 1950, après une guerre sanglante, le peuple sud-coréen retrouva son propre pays totalement dévasté. Ils s'attaquaient à cette tâche immense qu'était la reconstruction de leur ville. Car partout, ce n'était que ruines. Mais ce pays n'avait pas souffert en vain. Pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies avait décidé d'engager militairement ses forces pour s'opposer à l'agression venue de la Corée du Nord. Cette résistance acharnée contre des forces supérieures prouva au monde entier l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies. C'est la première fois qu'une action militaire est engagée par les Nations Unies. Cette action doit être retenue comme le soutien des États-Unis d'Amérique dans la tâche de l'Organisation des Nations Unies de maintenir la paix dans le monde. Mandchourie 1931. L'histoire des agressions militaires dans le Pacifique est longue et sanglante. Le succès de l'armée japonaise en Mandchourie renforça la puissance des militaristes nippons et amena à la naissance de ce que l'on nomma hypocritement une nation indépendante. Les Japonais installèrent l'opportuniste Puyi à la tête du pouvoir exécutif de cette toute jeune nation. Mais en vérité, le Manchukuo n'était qu'un État fantoche, sa destinée étant fermement contrée par le Japon. Genève 1933, cette mainmise du Japon sur la Mandchourie fut la préoccupation d'une autre organisation soucieuse de la paix mondiale, la Ligue des Nations. Le délégué japonais, Matsuoka, protesta de l'innocence de son pays. Il est de notoriété publique que la politique du Japon est fondamentalement guidée en un profond désir de garantir la paix en Orient et de contribuer au maintien de la paix dans le monde entier. Toutefois, le Japon considère qu'il est impossible d'accepter le projet de rapport adopté par l'Assemblée. Le Japon se retira par la suite de la Ligue des Nations. Cette assemblée prouva ainsi son incapacité à repousser le spectre de la guerre, que ce soit en Europe ou en Asie. Chine 1937. Il était inévitable que les partisans militaristes japonais tournent leurs attentions vers la Chine. En 1937, les plus importantes villes côtières furent attaquées. Le plan de conquête japonais se dessina clairement en Chine. Les Chinois furent les premiers réfugiés dans ce combat qui allait mener à la Deuxième Guerre mondiale. Shanghai tomba sur l'agresseur en novembre 1937 et les Japonais affirmèrent leur emprise sur le continent asiatique. 1941 à Pearl Harbor, 4 ans plus tard, les agressions japonaises dans le Pacifique atteignirent des proportions vertigineuses. D'un point situé à 500 km de large de Oahu, les avions japonais décollèrent pour un raid qui allait marquer le début de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. Les pertes pour la flotte américaine du Pacifique après l'attaque de Pearl Harbor ne laissèrent aux États-Unis que des forces navales de moindre importance. L'emploi judicieux des bâtiments restants était le travail de l'amiral Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique. La flotte meurtrie ferait face à l'ennemi et stopperait son désir de conquête. 1942, la marine américaine remporta 2 importantes victoires au cours des 6 premiers mois. 2 victoires qui marquèrent un tournant dans la guerre contre le Japon. En juin, après que la flotte américaine ait remporté un premier succès au cours d'un engagement dans la mer de Corail, les 2 flottes s'affrontèrent à nouveau au large de l'île de Midway. Cette fois encore, comme dans la mer de Corail, la bataille de Midway fut avant tout un combat aérien.
La guerre sur les mers prit un nouveau visage en 1942 dans le Pacifique. Un porte-avions américain, renforcé par les escadrilles basées au sol à Midway, infligea à l'ennemi une écrasante défaite. La marine américaine venait de faire payer par l'arbour. L'une des revanches de l'armée américaine pour Pearl Harbor. Dans le Nord Pacifique 1942, au cours des premiers mois, les forces américaines dans le Pacifique souffraient terriblement de sous-effectifs et étaient mal préparées à arrêter l'avance japonaise. Dans les îles Aléoutiennes, situées entre l'Amérique du Nord et le territoire japonais, les garnisons américaines étaient sous-équipées. Les unités aériennes étaient particulièrement handicapées par un temps incertain et par des terrains peu praticables. Chaque fois qu'un avion décollait, même pour un vol de routine, subsistait l'angoisse d'un retour incertain. Dans les Aléoutiennes, les contacts avec l'ennemi étaient limités. Il était surtout important d'empêcher son avance le long des îles. Sud-Pacifique 1942, stopper l'avance ennemie était un problème bien différent. Dans la jungle de Nouvelle-Guinée, les Alliés menaient une campagne acharnée avec l'aide matérielle des indigènes pour empêcher l'ennemi d'étendre son contrôle à l'île tout entière et ainsi d'ajouter cette terre à leur position. Les troupes australiennes s'acclimatèrent vite au combat dans la jungle. Mais traquer l'assaillant sur ce terrain était une tâche bien longue. La jungle et la malaria rendaient la progression difficile. Et si parfois les Australiens pouvaient se sentir oubliés de tous, certaines évidences leur rappelaient qu'on ne les avait pas abandonnés. Et quand les Alliés lancèrent l'offensive, l'infanterie fut aidée par de nouveaux bombardiers qui donnèrent à l'ennemi un avant-goût de ce qui les attendait. Pacifique du Centre, 1943. C'est sur un petit atoll corallien nommé Tarawa que les États-Unis lancèrent en novembre 1943 un nouvel assaut contre le Japon. C'est à une division de marine, la deuxième, qu'incomba la tâche de réduire cette place force ennemie. Tarawa était une des positions les plus fortifiées dans la ligne des avant-postes japonais. Le combat de 76 heures pour cet atoll atteignit des sommets de violence. Les pertes dans les rangs des Marines furent lourdes, mais la plus précieuse des positions venait d'être prise à l'ennemi. Tarawa était une plateforme à partir de laquelle l'offensive américaine pourrait être poursuivie sans relâche jusqu'à son but ultime, le Japon lui-même. En Inde, Chine, Burma 1943, le conflit s'étendait, et son pittoresque et rude paysage de la chaîne himalayenne ne le rendait pas plus facile. Le commandement des territoires de Chine, Birmanie et d'Inde fut l'un des plus confus de cette Deuxième Guerre mondiale. Sa réalisation la plus remarquable fut la construction de routes de liaison sous la direction du général Stilwell, commandant en chef des forces américaines et chinoises. Dans ces contrées, la cible suprême, le Japon, semblait aussi lointaine que la Lune, et la guerre là-bas fut marquée par la jalousie et le manque de coopération qui régnait au sein du commandement. État de fait qui eut des répercussions sur l'efficacité des troupes sur le terrain. Fort heureusement, la campagne de Chine, Birmanie et Inde consistait en une suite d'actions marginales. L'assaut porté à l'intérieur des lignes ennemies, à Saipan, dans l'archipel des Mariannes, causa un grand choc aux Japonais.
Depuis cette île montagneuse située au centre de l'Empire japonais, les Américains se retrouvaient à portée de Tokyo. La bataille pour Saipan fut l'une des plus rudes de toute la guerre du Pacifique. Les 25 jours de combat causèrent de lourdes pertes dans les rangs des Marines et des soldats. 14 000 blessés et 3 000 morts. Aux Philippines, en 1944, l'invasion des Philippines fut conduite à partir de l'île de Leyte. Avec cet assaut mené par les djihadistes qui avaient conquis la jungle de Nouvelle-Guinée, une promesse faite 2 ans et demi plus tôt fut tenue. Il y a 2 ans de cela, j'ai dit au peuple philippin ici même, je reviendrai. Je le répète, je reviendrai. Rien ne peut être plus certain que la reconquête et la libération finale de ce pays. C'était le général MacArthur. Nothing is more certain than the ultimate reconquest and liberation from the enemy of those and adjacent lands. Au-dessus du Japon en 1944, les tout nouveaux bombardiers à long rayon d'action, les puissants B-29, effectuèrent des missions au-dessus du territoire à partir de fin 1944. Le vol depuis la base de Saipan dans les Mariannes, plus le retour, totalisait une distance de près de 4000 km, dont la plupart au-dessus de l'océan. Aucun autre bombardier lourd ne pouvait effectuer de telles missions. Après 7 heures de vol, la terre ennemie était enfin en vue. Les Japonais commencèrent à douter de l'invincibilité de leur armée. L'effet de ces missions sur le moral de l'ennemi fut incalculable. Sous la mer, la flotte de sous-marins tenait une place prépondérante dans la guerre navale du Pacifique. Les exploits des sous-marins furent tenus secrets pour raisons de sécurité, mais les hauts faits qu'ils accomplirent furent remarquables. Durant toute la guerre, les sous-marins américains coulèrent 63% de la flotte marchande japonaise. Cette flotte japonaise qui circulait dans le Pacifique et près d'un tiers de la flotte de guerre ennemie fut envoyée par le fond. À la porte du Japon en 1945, une fois encore, au cours des derniers mois de l'année 1945, une petite île puissamment fortifiée devait être prise à l'ennemi. Et, une fois encore, la tâche en incombait aux Marines. L'attaque de Iwo Jima fut un des plus sanglants chapitres de l'histoire du corps des Marines. Trois divisions progressèrent pas à pas sous le feu nourri d'un ennemi tenace. La terrible bataille pour ces quelques mètres carrés dura 26 jours. 26 jours de combat sans merci. Les Marines y perdirent 5000 hommes et relevèrent 17 000 blessés. Mais cette petite île montagneuse était devenue une position américaine. En avril 1945, un assaut fut conduit plus près que jamais du Japon à Okinawa. Au large,
les attaques suicides des kamikazes atteignirent des sommets de démence. La marine américaine perdit 36 navires à Okinawa et plus de 350 bâtiments furent endommagés. Les pertes furent énormes. La marine, à elle seule, dénombra 5000 morts dans ses rangs et presque autant de blessés. Mais les forces américaines prenaient pied à la porte même du Japon. Parmi les 7 divisions de soldats et de marines combattant à Okinawa, on compta près de 40 000 blessés et 7 000 morts. Août 1945, le Japon, fortifiant ses défenses contre une éventuelle évasion de son territoire, une forme d'attaque différente apporta une terrifiante conclusion à la Deuxième Guerre mondiale. À Hiroshima, le 6 août 1945, le monde entra dans une nouvelle ère, dans laquelle le spectre de la possible destruction de la planète plane désormais sous nos têtes. Moins d'un mois plus tard, dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassé Missouri en septembre 1945, le Japon signait sa reddition face aux officiers des gouvernements alliés. Le général d'armée Douglas MacArthur présidait cette cérémonie. Nous, représentants des principales puissances en guerre, sommes rassemblés ici pour conclure un traité solennel à l'issue duquel la paix pourra être rétablie. Mon plus profond espoir, comme celui de l'humanité tout entière, est qu'après cette cérémonie, un monde meilleur émergera du sang et des carnages du passé. J'invite les représentants de l'empereur japonais, du gouvernement japonais et de l'état-major impérial à signer l'acte de reddition. Les Japonais, jadis si arrogants et dont l'offensive dans le Pacifique avait commencé 4 ans plus tôt, étaient forcés à s'incliner. Cette cérémonie sur le Missouri concluait la guerre la plus coûteuse que le monde ait connue, sur un terrain d'opération large de centaines de milliers de kilomètres. Dans la grisaille de cette matinée de septembre, dans la baie de Tokyo, on put croire que la paix était revenue dans le Pacifique, ainsi que dans le reste du monde. Prions pour que la paix revienne dans ce monde et pour que Dieu la préserve toujours. Cette cérémonie est close. L'ennemi avait subi une défaite totale. L'avenir du Japon était désormais l'affaire des Alliés et plus spécialement des États-Unis. L'administration du Japon, pendant les années qui suivirent la guerre, fut empreinte de fermeté et d'efficacité. L'armée américaine supervisait les opérations dans les pays vaincus, assistée dans sa tâche par des Japonais à qui était assigné un rôle d'auxiliaire. Sous la direction des forces d'occupation américaines, le peuple japonais apprit très vite les mécanismes de la démocratie. En dépit de la dislocation de ses aspirations nationalistes, le pays retrouva rapidement son calme. Mais avant que 5 années ne se soient écoulées, un nouvel agresseur viola la paix dans le Pacifique. L'invasion de la Corée du Sud par les Nord-Coréens en juin 1950 n'était pas sans rappeler l'invasion de la Mandchourie par les Japonais 19 ans plus tôt. Agissant avec l'approbation des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique volèrent au secours de la Corée du Sud. Mais les forces américaines en Orient n'étaient pas de première importance. Et la plupart des effectifs étaient inexpérimentés.
Au cours de l'été 50, les GIs américains luttèrent courageusement contre des forces nettement supérieures. Au siège de l'Organisation des Nations Unies, le conflit coréen devint prioritaire dans les discussions. Le délégué soviétique a fait mention plusieurs fois, je cite, de la culpabilité des États-Unis dans l'agression de la Corée. Cette phrase a été inlassablement répétée par tous les médias soviétiques de par le monde. Ce fait nous a été fréquemment rapporté. Et aujourd'hui encore, nous avons à y faire face. Ceci est un mensonge. Un énorme mensonge. Le débat a continué tout l'été. Qui donc respecte la Charte des Nations Unies et travaille pour la paix? Les 53 membres des Nations Unies qui prêtent assistance à la République de Corée? L'Union soviétique fait-elle partie de ces 53 membres? Non. En août 1950, les autres nations libérales envoyèrent des troupes pour soutenir la Corée du Sud. La Grande-Bretagne envoya 13 000 hommes rejoindre les troupes américaines. Les forces des Nations Unies reçurent le renfort de 5 000 soldats philippins. La plupart des pays ayant participé à la guerre du Pacifique envoyèrent des troupes en Corée du Sud. Les soldats australiens, qui avaient fait merveille dans la jungle de Nouvelle-Guinée, vinrent combattre sous la bannière des Nations Unies. Mais le plus gros des troupes combattant les communistes en Corée était américain. Alors que les lignes des combats descendaient profondément dans les territoires sud-coréens, puis remontaient jusqu'à la frontière de Mandchourie, au sud à nouveau, et enfin au nord du 38e parallèle, les Marines et les soldats américains combattaient furieusement pour prouver que les États-Unis soutiendraient éternellement les Nations Unies dans leur lutte contre l'attaquant. La résistance à l'agresseur connut une fois de plus une fin glorieuse. Les Nord-Coréens et les communistes chinois qui se rendirent furent bien moins nombreux que ceux qui furent tués en tentant de repousser les forces des Nations Unies hors de la péninsule coréenne. Au cours de la sauvage invasion de la Corée du Sud, l'ennemi perdit 1 million d'hommes. Finalement, juste un an après l'agression de Corée du Sud, le délégué soviétique aux Nations Unies, Jakov Munrik, démontra que peut-être le vent qui soufflait de l'Est était en train de tourner. Le peuple soviétique est convaincu qu'en premier lieu, une discussion doit être entamée entre les belligérants pour instaurer un cessez-le-feu et une armistice, débouchant sur le retrait des troupes de la région du 38e parallèle. Une telle mesure est-elle envisageable? Je crois que oui. Motivée qu'elle est par un désir sincère de mettre fin au conflit sanglant en Corée. Le monde semblait avoir retrouvé la paix. Même si un conflit limité pouvait encore agiter une lointaine contrée, le peuple américain réalisa que son pays se devait d'être plus fort que jamais si la guerre ultime et la destruction de la planète devaient être évitées. Dans le Pacifique, sur l'atoll d'Atewetok, les facultés de riposte à la moindre attaque allaient être développées au maximum. Les efforts des hommes, travaillant là, dépendaient la vie ou la mort du monde libre. Au XIXe siècle, Herman Melville écrivait du Pacifique: « Il existe un je ne sais quel mystère dans cet océan, dont les flots paisiblement redoutables semblent parler d'âmes cachées dans ses profondeurs. Ces mystérieux rivages ont uniformisé le monde, transformant ces multiples côtes en une seule et unique plage, et semble être le battement de cœur de notre planète. »
Au cours du XXe siècle, le monde va se pencher de très près sur cette zone stratégique, jadis explorée par Magellan et Cook et immortalisée par Stevenson puis par Conrad. Ces lointaines contrées présentent désormais tous les signes de la civilisation moderne. Le lien entre ces pays bordés par le Pacifique et les États-Unis, créé à l'origine par la visite de la flotte marchande américaine, n'a fait que se resserrer au fil des ans. De nos jours, les affaires de ces pays et celles des États-Unis sont inextricablement mêlées. Un auteur contemporain, James Michener, disait de cet océan: « Combien de nos hommes ont péri dans cet océan? Combien d'avions et de navires reposent sur ces fonds? Et je suis convaincu que le long de ces plages, notre avenir se dessine avec précision. » L'éveil du Pacifique. La guerre qui meurtrit le Pacifique en 1941 marqua le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de cette partie du monde. Jamais plus le Pacifique ne pourrait se permettre de rester étranger aux forces qui déterminent l'histoire du monde. La première guerre réellement planétaire amena dans le Pacifique l'horreur de la destruction et le parfum de la mort, déjà si familier dans d'autres contrées. Le mot Pacifique n'était plus synonyme de paradis et de paix. Au fil des siècles, jamais les peuples du Pacifique n'avaient été troublés par les crises internationales. La vie était simple. Et pour la plupart des habitants, bordés par le plus vaste océan du globe, il semblait hautement improbable que les habitants de ces contrées exotiques puissent un jour être emportés dans le courant des affaires internationales. Les États-Unis furent les premiers à s'intéresser aux pays du Pacifique, continuant en cela l'extension à l'ouest des frontières américaines. Au milieu du XIXe siècle, la toute jeune République franchit les 5000 km séparant les côtes est et ouest du continent. Son attention était tout spécialement portée sur les territoires bordant l'océan Pacifique. Avec l'acquisition de l'Oregon et de la Californie, les États-Unis devinrent un intervenant majeur dans les affaires du Pacifique. Mais les lignes côtières n'arrêta pas pour autant l'extension des USA vers l'ouest. Le même esprit que celui qui avait motivé la conquête de l'ouest conduisit d'autres Américains, comme par exemple le secrétaire d'État William Henry Seward, à étendre l'influence américaine au cœur même de l'océan. Grâce à l'achat de l'Alaska à la Russie en 1867, les États-Unis gagnèrent un bastion à partir duquel tout le Pacifique Nord était sous contrôle. Ce nouveau territoire américain était rude et magnifique. Pendant plus d'un siècle, ce pays avait vécu sous les exigences du commerce de la fourrure. Aucun effort sérieux de colonisation ou de développement n'avait été tenté par la précédente administration. Dès le début du contrôle américain, l'Alaska devint un but pour un bon nombre d'aventuriers qui voyaient là la terre promise où ils pourraient faire fortune. La découverte de gisements d'or dans les années 1880, décida de nombreux Américains à émigrer vers le nouveau territoire. Un relevé méticuleux du terrain fut effectué avant la fin du XIXe siècle et l'attribution des concessions devint effective. Mais malgré de riches ressources naturelles, le développement de l'Alaska ne se faisait que lentement. Les efforts pour accélérer la colonisation étaient freinés par le climat souvent très hostile. Dans certains endroits, le travail à l'extérieur n'était possible que pendant une courte période de l'année. Au début du XXe siècle, les travaux d'élaboration d'un réseau ferroviaire commencèrent. Une fois terminé, ce réseau couvrirait un territoire long de 800 km. Mais en dépit de l'arrivée progressive de la modernisation, l'Alaska demeurait un vaste avant-poste sous-développé où les nouveaux colons se rassemblaient dans les quelques villes côtières du sud.
Plus au sud, Hawaï devint le lien entre les frontières américaines au cours des dernières années du XIXe siècle. Situées sur la route des Alizés, ces îles furent rapidement, grâce à leur climat paradisiaque, la plus populaire des possessions américaines. Les preuves du passé d'Hawaï sont partout présentes. On y commémore le souvenir du capitaine Cook qui découvrit ces îles et on vénère la mémoire du roi Kamehameha, premier dans toute l'archipel. Ce souverain populaire, souvent qualifié de Napoléon du Pacifique, fut l'artisan des liens qui unirent son île aux États-Unis. Les Hawaïens forment un peuple heureux et accueillant. Aujourd'hui, la souche polynésienne, dans sa forme la plus pure, n'est plus aussi prépondérante que par le passé. Ceci étant dû à des dizaines d'années de mariages interraciaux. Toutefois, les coutumes polynésiennes sont toujours célébrées dans le même esprit ancestral qui présidait avant l'arrivée de l'homme blanc, quelques générations plus tôt. Et toute la population, quelle que soit sa race, se retrouve dans ces célébrations. Mais Hawaï possède également une intense activité commerciale. Honolulu, véritable carrefour du Pacifique, est le centre d'affaires de l'archipel hawaïen. Depuis de longues années, quelques industries réussissent à subvenir aux besoins de la population hawaïenne. Le développement constant et la prospérité d'Hawaï sont directement liés à l'importance et à la qualité de sa production d'ananas et de canne à sucre, principale exportation de l'île. Les perfectionnements techniques apportés à la culture et au traitement de la canne à sucre ont fait de cette industrie hawaïenne un leader mondial devant tous ses autres concurrents. Mais la principale activité d'Hawaï n'allait pas tarder à devenir l'industrie militaire. Base permanente de la flotte américaine, Hawaï devint d'une importance capitale lorsque la guerre avec le Japon apparut comme une éventualité. Située stratégiquement à mi-chemin entre les États-Unis et le Japon, Hawaï serait inévitablement concerné si la guerre devait éclater. Au fur et à mesure que la tension augmentait dans le Pacifique, l'armée américaine s'entraînait sans relâche à résister à une possible attaque ennemie. Encore plus à l'ouest, de l'autre côté de l'océan Pacifique, les États-Unis acquérirent en 1898 un important avant-poste avec l'île de Guam, après la guerre avec l'Espagne. Pendant de nombreuses années, le nouveau territoire américain conserva son caractère primitif. Le mode de vie là-bas, transmis de génération en génération, restait inchangé. En 1936, lorsqu'une ligne aérienne transpacifique fut établie, Guam fut desservie régulièrement et l'île devint plus que jamais une position clé parmi les possessions américaines dans le Pacifique. Il était évident que les États-Unis étaient conscients de son importance. L'autorité américaine était stricte mais fraternelle. Le gouverneur et ses adjoints étaient des officiers de marine nommés à leur poste et les affaires de l'île étaient réglées avec une rigueur et une précision toute militaire. En 40 ans, la population de Guam passa de 9 000 à 22 000 âmes. Cet accroissement pouvant être attribué à l'aide sanitaire apportée par la marine. Guam était essentiellement de religion catholique, comme les Philippines, vestige de la domination espagnole durant le XIXe siècle. Avec ce peuple, les Américains avaient gagné un allié profondément loyal. Sous l'administration américaine, les habitants de Guam avaient obtenu la nationalité, mais ne bénéficiaient pas de tous les privilèges des citoyens américains. La plupart de la population, dont la vie s'était considérablement améliorée en quelques années, attendait impatiemment le jour où lui serait offerte la citoyenneté américaine. Les États-Unis n'étaient pas la seule grande puissance à prendre pied dans le Pacifique. Deux importants membres du Commonwealth britannique occupaient une position stratégique au sud-ouest de l'océan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux nations avaient fait de la Grande-Bretagne un participant actif dans la vie du Pacifique depuis des générations.
Les grandes cités de ces deux pays sont habitées de nos jours par les descendants des immigrants britanniques qui avaient élu domicile dans l'ancienne Océanie. Ces deux sociétés, bâties sur un mode occidental, se sont développées et ont prospéré malgré les 16 000 kilomètres les séparant de la nation mère, soit presque la moitié d'un tour de la Terre. Aujourd'hui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux pays indépendants au sein de la communauté des nations britanniques. Peuple travailleur et moderne, les Australiens et les Néo-Zélandais montrent une juste fierté devant le développement de leur pays. Bien que ces deux nations aient considérablement intensifié l'exploitation de leur agriculture, de vastes terres restent encore inexploitées en Nouvelle-Zélande, ainsi que certaines terres nouvellement défrichées en Australie. L'économie de ces deux pays est principalement basée sur l'exportation, et même si le pouvoir d'achat des Australiens et des Néo-Zélandais s'est remarquablement accru, il leur est impossible de consommer l'énorme quantité de viande et de produits laitiers qu'ils produisent. La vie économique de ces deux nations, ayant toujours été dépendante des achats britanniques, elles se virent contraintes à trouver et à développer de nouveaux marchés au cas où le Royaume britannique ferait défaut. La question de l'indépendance économique fut réglée avec succès par les deux pays eux-mêmes, mais si le rôle de la Grande-Bretagne ne s'avérait plus aussi prédominant, matériellement et politiquement, le lien spirituel qui unissait les deux nations au Commonwealth demeura plus solide que jamais. De tout temps, les pays d'Asie du Sud-Est avaient été considérés comme une région de troubles potentiels pour le monde du Pacifique. Dans les années 30, la montée du nationalisme se fit de plus en plus évidente dans ces contrées surpeuplées de multiples ethnies. Le Siam commença à s'agiter pour la restitution de territoires prétendument usurpés par la France au XIXe siècle. Ce peuple rêvait d'une Thaïlande plus vaste et d'un lien se créa avec les Japonais qui soutenaient le Siam dans son propre extension territoriale. En Chine, centre du monde oriental depuis des milliers d'années, cette Chine occupait une position prédominante dans le bassin pacifique pendant le plus gros du XIXe siècle. Le principal lien entre la Chine et le reste du monde depuis une centaine d'années était Shanghai, où les milieux d'affaires britanniques furent les premiers à s'installer. La vie économique de la Chine entière était tributaire du commerce de la grande cité côtière. Celui qui réussirait à contrôler le port chinois exercerait une influence majeure sur toutes les structures économiques du pays. L'occidentalisation des grands centres commerciaux ne fut pas sans effet sur le pays tout entier. Les principales villes chinoises, en ce début du XXe siècle, présentaient un aspect très occidental. La vie d'une grande partie du peuple chinois fut bouleversée par l'arrivée de l'ère mécanique. Un des plus remarquables exemples de la modernisation de la Chine fut l'apport de techniques de pointe dans les manufactures de textiles. Mais ces bouleversements ne concernèrent que les plus importantes cités. Dans le reste du pays, les méthodes traditionnelles restaient de mise. Même au cours du XXe siècle, la Chine demeurait farouchement orientale dans la manière de conduire ses affaires. Les salons de thé étaient toujours le lieu privilégié des transactions commerciales pour les marchands chinois. Toutes les classes sociales appréciaient le luxe de passer quelques heures dans un salon, prétexte à discuter de tous les problèmes sociaux ou commerciaux avec qui voulaient bien écouter. Au fil des ans, les salons de thé étaient devenus une extension officieuse des tribunaux d'instance. Le mode de vie chinois semblait figé depuis bien des générations.
Le destin de la Chine marqua un virage brusque en 1911 lorsque l'Empire fut renversé par les participants du docteur Sun Yat-sen et que selon ses principes politiques, la République fut proclamée. Un disciple du docteur Sun, Chiang Kai-shek, s'attribua la tâche d'étendre la révolution hors des frontières de Chine. L'intérêt que l'Amérique portait à ce pays et qui durait depuis de nombreuses années ne fit que s'accroître au début du XXe siècle. Les marins américains de la flotte du Pacifique devinrent des visages familiers dans tous les ports. Au dire de la plupart d'entre eux, la Chine offrait l'accueil le plus remarquable d'Asie, sinon du monde. Et les affaires étaient toujours bonnes lors de la visite de la flotte. Les navires de guerre américains visitaient régulièrement les ports chinois pour des raisons diplomatiques. L'arrivée d'un croiseur tel que l'Augusta, même pour une visite toute pacifique, ne manquait pas d'impressionner les observateurs sur la réelle puissance militaire américaine. Mais il y avait d'autres visiteurs dans les ports chinois. Les navires de guerre japonais, ignorant la diplomatie, occupaient manifestement les ports clés de Chine. Alors que les pôles d'intérêt de l'Orient se déplaçaient irrésistiblement vers le nord et l'est, le Japon prenait une part de plus en plus active dans les affaires de cette partie du monde. La cession du Japon au rang de puissance mondiale fut étroitement liée aux convictions religieuses de son peuple. En effet, la croyance des Japonais voulait qu'un ordre divin leur impose d'être assez puissant pour, un jour, diriger le monde. La plupart des cérémonies rituelles étaient dédiées par les prêtres shintoïstes au gouvernement impérial. Au cours de ces cérémonies, le peuple célébrait son unité nationale, son patriotisme, sa prospérité, les saisons de l'année, l'abondance des récoltes ou n'importe quel autre aspect de la vie quotidienne. Les principaux buts du culte shintoïste étaient d'obtenir un soutien pour l'État, de renforcer la solidarité nationale et de redonner le goût de l'effort dans les périodes critiques. Pour les Occidentaux, le concept japonais de l'existence était difficile à comprendre. En vérité, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le Japon et son peuple apparaissaient comme un système local aux yeux du reste du monde. Le territoire japonais, malgré une superficie réduite, a toujours abrité des millions d'habitants tout au long des siècles. Chaque mètre carré de terrain est soigneusement exploité afin de procurer au peuple assez de nourriture pour une vie décente. La famille est la cellule sociale de base au sein de laquelle ses membres acceptent une vie modeste. Dans les épreuves, le peuple japonais a toujours montré un grand stoïcisme. La femme n'a qu'un modeste statut au sein de la famille, mais dans les classes les plus pauvres, les différences sociales sont moins marquées. Depuis l'origine de l'histoire nippone, ces hommes ont toujours été de remarquables pêcheurs. L'exploitation des produits maritimes est une industrie florissante depuis que le Japon a renoué ses relations avec le monde extérieur. Au cours des premières décennies du XXe siècle, le Japon accéléra le développement de toutes ces industries. Les influences étrangères modifièrent considérablement le visage du Japon moderne. La vie dans les grandes cités nippones commença à présenter des ressemblances avec celle des grandes cités occidentales. À la fin du XIXe siècle, la réorganisation du système monétaire élimina la confusion causée par l'emploi de plusieurs monnaies différentes. La stabilisation du réseau bancaire confirma dans l'esprit du peuple la vigueur et l'efficacité de l'administration nippone. Mais si cela avait pris du temps de parfaire les méthodes traditionnelles, l'adoption de techniques nouvelles se fit très rapidement au fur et à mesure que le commerce international se développait. Le téléphone, introduit au Japon en 1877, aida efficacement le pays à se positionner dans les échanges internationaux. Avec leur enthousiasme particulier pour la nouveauté, les Japonais devinrent vite les utilisateurs forcenés de ce gadget magique. Une fois commencée, l'occidentalisation du territoire ne fit que s'accroître. Depuis que les Japonais avaient découvert à quoi ressemblait la vie à l'extérieur de leurs frontières, ils n'avaient de cesse d'imiter ce mode de vie autant que possible. Ayant vécu jadis totalement en vase clos, les Japonais semblaient dès lors vouloir se prouver qu'ils étaient l'un des peuples les plus modernes du monde.
Mais cet engouement pour les idées occidentales ne transforma pas totalement le Japon. Sa vie culturelle demeurait vierge de toute influence extérieure. Mais en ce XXe siècle, le Japon se trouvait au seuil d'une ère nouvelle. Le culte voué à l'empereur devint l'emblème d'un groupe de partisans militaristes, réduits mais très puissants, et dont l'unique but était d'étendre les frontières japonaises par la force si nécessaire. Lorsque ces militaristes acquérirent assez de pouvoir, le Japon tout entier fut mobilisé dans ce programme d'extension par la guerre, et l'énergie de chaque Japonais fut canalisée vers l'élan d'une farouche ardeur guerrière. Mais le développement de cet esprit de combativité n'était pas limité aux adultes. Les enfants japonais étaient soigneusement endoctrinés sur la gloire des faits guerriers. Le culte du Bushido, la voie royale du combattant, était insufflé dès le plus jeune âge. Un entraînement militaire effectif commençait dès l'âge de 6 ans. Dès leur enfance, on apprenait aux jeunes que c'était un honneur de mourir pour son empereur et que chacun devait valoir à lui seul 3 soldats d'un autre pays. L'entraînement militaire occupait une part prépondérante dans l'enseignement primaire. Aucun doute n'était laissé à ces jeunes garçons sur le fait que leur destin était de combattre et de mourir pour leur pays. Arrivés à l'adolescence, les jeunes Japonais étaient prêts pour la mission de leur vie. L'idée de la guerre était ancrée dans leur esprit. Partout, on acclamait les jeunes soldats comme des combattants de droit divin. Plus le recrutement approchait et plus on renforçait leur entraînement. Toutes les techniques modernes de combat leur étaient enseignées. Leur habileté à manier les armes les plus récentes devait être totale pour que l'ennemi de l'empereur soit anéanti. Le procédé pour transformer ces jeunes recrues en de véritables soldats était bien complexe. Mais aucun effort ne devait être épargné pour le développement des forces impériales. Au cours des fatidiques années 40, les partisans militaristes adjugèrent le contrôle total de l'Empire. Le général Hideki Tojo et Yosuku Matsuoka furent les fers de lance de ce mouvement qui n'avait qu'un seul but en tête. À peine 6 semaines après l'arrivée de Tojo au poste de Premier ministre, le Pacifique fut plongé dans le cataclysme de la guerre.